Alors, je pense que vous avez déjà tous entendu parler que le niveau des mers est en train de monter. C'est ce que l'on entend dans les médias ou à la télé, avec des augmentations d'une dizaine de centimètres à plusieurs mètres, dont d'ailleurs on ne sait plus vraiment à quoi s'en tenir. Mais alors, qu'est-ce qui est à l'origine de tout ça? On sent bien qu'avec le réchauffement climatique, on a d'un côté la fonte des glaciers, des grandes calottes de la glace de mer, mais qu'est-ce qui contribue réellement à son élévation? Comment le niveau des mers a pu varier par le passé et à quoi est-ce que l'on peut s'attendre dans le futur? Eh bien, c'est exactement ce que nous allons voir dans ce deuxième épisode de Science et Climat. Accrochez-vous, c'est parti! Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, il faut bien qu'on s'entende sur le terme niveau des mers, car en réalité, à de petites échelles de temps, celui-ci varie beaucoup entre les marées, les vagues, les tempêtes, etc. Donc lorsqu'on parle de niveau des mers, on parle d'un niveau des mers moyen, où toutes ces petites échelles de temps ont été bien sûr moyennées. Maintenant qu'on est au clair là-dessus, on peut se poser la question de comment est-ce que l'on peut faire varier le niveau des mers sur la planète. Alors prenons une bouteille par exemple. On va tracer le niveau des mers avec un feutre. Posons-nous la question de comment est-ce que l'on pourrait faire varier son niveau. N'hésitez pas à mettre pause et à me mettre vos idées en commentaire. Une première idée serait par exemple d'appuyer sur les côtés. Cela peut faire monter son niveau et puis lorsqu'on relâche, le niveau va redescendre. Une autre idée très simple serait par exemple de mettre des objets à l'intérieur, ce qui ferait monter également le niveau des mers. On pourrait également percer un trou dans la bouteille et l'eau s'échapperait en faisant baisser le niveau des mers. Ou tout simplement rajouter de l'eau ou en enlever. Une autre idée est tout simplement d'incliner la bouteille, ce qui va permettre de faire monter le niveau des mers d'un côté et redescendre de l'autre. En réalité, tous ces phénomènes se passent sur Terre, mais à des échelles de temps bien différentes. Donc commençons par voir ce qui a pu se passer sur de grandes échelles de temps. On a par exemple, en termes de déformation du volume, la dérive des continents. Ceci a pu faire varier le niveau des mers de près de 100 mètres sur plusieurs centaines de millions d'années. En combinaison avec la dérive des continents, on peut également par exemple évoquer le cycle hydrologique du manteau terrestre ou alors tout simplement la formation d'îles comme si l'on avait rajouté des objets à l'intérieur de notre bouteille. Pour anecdote, lors de la rencontre de l'Inde avec le continent asiatique qui a formé les chaînes de montagnes himalayennes, on estime que le niveau des mers a baissé de près de 25 mètres, mais ce encore sur 50 millions d'années. Pour vous dire que c'est pas trop ce qui va nous intéresser à nos échelles de temps. Pour comprendre ce qui se passe actuellement, on va plutôt s'intéresser à la variation du volume des océans. Pour cela, on va faire une petite expérience. Suivez-moi. Voilà, donc 3 récipients pour 3 expériences différentes. Donc à gauche ici, nous allons mettre quelques glaçons sur cette passoire pour représenter en gros la glace sur les continents. On va faire la même chose à droite, mais du coup cette fois on va mettre les glaçons directement dans l'eau pour simuler l'effet de la glace de mer donc qui se trouve déjà dans les océans et voir si lorsque elles fond, cela fait monter le niveau des mers ou non. Et puis à droite, nous avons une bouteille d'eau que l'on va chauffer pour simuler l'effet du réchauffement climatique sur les océans. En effet, il faut savoir que près de 90% de l'excédent de chaleur est capté par les océans. Bon, le temps que la glace fonde, revenons un petit peu en arrière et regardons ce qui a pu se passer dans les dernières dizaines de milliers d'années. On remarque que le niveau des mers a fortement varié, d'une dizaine de mètres à plus de 100 mètres sur des échelles de temps, à l'échelle de la Terre assez courtes, de quelques milliers d'années. On note en particulier que le niveau des mers était près de 120 mètres plus bas il y a environ 20 000 ans, pendant la dernière période glaciaire. À cette époque, la température était entre 5 et 6 degrés plus froide qu'aujourd'hui, et la glace recouvrait une bonne partie de l'hémisphère nord. Tandis que pendant la dernière période interglaciaire, comme celle dont nous nous trouvons aujourd'hui, le niveau des mers était près de 20 mètres plus haut que ce que nous avons aujourd'hui. Pour information, ces reconstructions sont possibles grâce à des archives climatiques, comme par exemple des sédiments marins ou des récifs de corail, etc.
qui sont bien sûr pas aussi précises que les mesures que l'on a aujourd'hui, mais nous permettent d'avoir une idée du niveau des mers par le passé. On sent donc bien qu'il y a un lien entre le niveau des mers et la température. Mais pour cela, revenons à nos glaçons. Sans surprise, à gauche, le niveau d'eau est monté. Cela met en évidence ce que l'on vient de voir avec les périodes glaciaires et interglaciaires. Lorsque de la glace continentale fond, cela fait monter le niveau des mers. Par contre, niveau glace de mer, cela n'a rien changé. En effet, pour ceux qui ont un petit rappel de lycée, la poussée d'Archimède étant égale au poids du volume de liquide déplacé, lorsqu'un glaçon fond, ça ne fait pas varier le niveau d'eau. En réalité, dans le cas de la glace de mer, c'est un petit peu plus compliqué car il y a une différence de densité entre la glace et l'océan, mais cela reste négligeable à l'échelle globale. Et par contre, on remarque sur la dernière expérience que le niveau d'eau est également monté. En effet, lorsque l'on fait chauffer un corps, les molécules à l'intérieur ont tendance à s'agiter un petit peu plus dans tous les sens. On appelle ceci la dilatation thermique des océans. Ce phénomène va donc amplifier les variations du niveau des mers lorsque la température varie sur Terre. Les deux phénomènes qui sont donc principalement responsables de la variation du niveau des mers dans les dernières dizaines de milliers d'années et jusqu'à aujourd'hui sont donc principalement la fonte de la glace continentale, que ce soit les glaciers ou les grandes calottes de glace, et puis l'expansion thermique des océans. Les scientifiques estiment aujourd'hui que ces deux phénomènes sont responsables de près de 50% chacun de la hausse du niveau des mers que l'on observe actuellement. En parlant du niveau des mers actuel, mais qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière ère glaciaire? Comme on peut le voir sur ce graphique, le niveau des mers est largement remonté depuis le dernier maximum glaciaire. On observe en effet une montée de près de 120 mètres en quelques milliers d'années jusqu'à sa stabilisation il y a environ 8000 ans, période que l'on appelle l'Holocène, qui correspond à la dernière période interglaciaire dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Et si l'on zoome encore un petit peu et que l'on regarde ce qui s'est passé depuis le dernier siècle, on observe que le niveau des mers était relativement stable avec une légère hausse d'1 mm par an qui est montée à 3 mm depuis les années 90 et continue de s'accélérer avec les effets du réchauffement climatique. Cependant, il faut savoir que la montée du niveau des mers n'est pas uniforme partout sur la planète. Il y a même des endroits où le niveau des mers baisse. Pour illustrer cela, voyageons un petit peu pour observer un rocher qui se situe en Suède et que l'on surnomme le Celsius Stone. On peut y voir des traces indiquant le niveau des mers à différentes périodes et remarque que son niveau a baissé de près d'1 mètre depuis les années 1700. Bizarre, non? Pour comprendre ce phénomène, il faut remonter un petit peu en arrière, lors de la dernière période glaciaire il y a près de 20 000 ans, comme on l'a vu précédemment. L'Europe était recouverte par une grande calotte de glace. Or, plus une calotte est grande et plus la terre en dessous a tendance à s'enfoncer sous son poids. Et lorsque cela fond, il y a l'effet opposé, la terre remonte. On appelle ceci le rebond isostasique. Ce phénomène est quelque chose d'assez lent et donc même lorsque la calotte a complètement disparu, la Terre continue de monter pendant plusieurs milliers d'années. En effet, si on regarde plus précisément au niveau du Celsius Stone, la Terre est en train de monter encore aujourd'hui de près de 11 mm par an. Et donc forcément, vu que la Terre monte plus rapidement que le niveau des mers, de manière apparente, celui-ci baisse à cet endroit. À cet effet peut également s'ajouter un effet gravitationnel. Dû à la masse importante de glace, celle-ci a tendance à avoir un effet d'attraction sur l'eau environnante. Or, lorsque celle-ci fond, cet effet diminue et localement, le niveau des mers a tendance à baisser, malgré son apport important à la hausse du niveau des mers. S'il faut retenir quelque chose de tout ça, c'est que malgré la hausse moyenne du niveau des mers, celle-ci ne se répartit pas de la même manière partout sur la planète. Au-delà des phénomènes assez anecdotiques que l'on vient de voir, cela peut également être dû à des changements de courant marin ou alors une répartition différente de la chaleur dans les océans. Alors maintenant que nous avons vu un petit peu les différents mécanismes qui permettent de faire varier le niveau des mers, ce sur plusieurs centaines de millions d'années jusqu'à ce qui se passe réellement aujourd'hui, regardons à quoi est-ce que l'on peut s'attendre dans les prochaines décennies, voire siècles à venir. Les courbes que vous voyez ici sont issues du dernier rapport du GIEC sur les océans de 2019. On peut notamment y voir l'élévation moyenne du niveau des mers attendue d'ici 2100 qui se chiffre entre 43 et 84 cm. Vous allez me dire pas très précis comme estimation et vous avez raison car ceux-ci ne sont pas des prévisions mais des projections qui se basent sur différents scénarios de développement socio-économique. Une excellente vidéo a d'ailleurs été réalisée par Osons Causer sur les différents scénarios donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je
vous conseille d'aller voir cette vidéo. La vérité dépendra bien sûr donc des décisions que l'on va prendre dans le futur et se situe probablement entre ces deux valeurs. Certains de ces scénarios vont d'ailleurs jusqu'en 2300 et si l'on continue à regarder ces courbes, on remarque que dans le pire des cas, la hausse du niveau des mers pourrait atteindre plusieurs mètres d'ici là, ce qui pourrait avoir des conséquences désastreuses sur plusieurs zones de la planète. De grandes villes comme Miami ou New York ou des pays comme le Bangladesh ou les Pays-Bas pourraient être partiellement recouverts par les eaux. Voici également ce que cela pourrait donner en France avec une élévation d'1 mètre. On remarque que certaines de nos côtes seront largement touchées par cette hausse. D'autant plus qu'il faut bien saisir que nos plages ne sont pas verticales. Si l'on considère une pente de 1%, une hausse de 3 mm par an représente un retrait de la plage de près de 30 cm par an. Cela peut également se combiner à des effets d'érosion et peut avoir des effets assez désastreux sur les plages qu'on connaît aujourd'hui. Mais au-delà de l'élévation moyenne du niveau des mers, il faut également s'attendre à une intensification des tempêtes. Voici une illustration de l'Observatoire de la Terre de Singapour, qui montre que la ville en elle-même n'est pas directement en danger par les projections du niveau des mers moyen à l'horizon 2100, mais sera par contre mise en péril par les futures tempêtes qui s'abattront sur la ville. Et tout ceci pourrait représenter un coût et un impact humain considérable à l'échelle de la planète. Mais alors d'où vient toute cette flotte et pourquoi est-ce qu'il y a autant d'incertitudes sur les projections futures ? Niveau contribution, ce sont toujours les mêmes facteurs qui influenceront le niveau des mers dans le futur, c'est-à-dire l'expansion thermique, la fonte des glaciers continentaux et puis des grandes calottes de glace comme l'Antarctique et le Groenland. On remarque que la contribution des glaciers a tendance à devenir plus ou moins linéaire à la fin du 21e siècle, tandis que la contribution des grandes calottes comme le Groenland et l'Antarctique a tendance à s'accélérer, avec l'expansion thermique qui continue sur sa lancée. En effet, l'eau disponible en équivalent en eau du niveau des mers dans les glaciers est seulement de 30 cm, tandis que pour les grosses calottes de glace comme le Groenland et l'Antarctique, on retrouve près de 7 à 8 mètres pour le Groenland et près de 60 mètres pour l'Antarctique. C'est donc surtout vers ces grosses calottes que la préoccupation des scientifiques se concentre. Mais alors pourquoi y a-t-il autant d'incertitudes dans les projections du niveau des mers? Il y a plusieurs raisons à cela. Déjà, chaque modèle utilisé pour faire les projections n'utilise pas forcément les mêmes hypothèses. Ils peuvent être basés sur différentes méthodes et ou ne pas prendre en compte de la même manière tous les différents processus. Mais au-delà des incertitudes liées au modèle, il y a aujourd'hui un gros questionnement sur l'Antarctique de l'Ouest. En effet, une grosse partie de cette zone a un socle rocheux qui se situe sous le niveau des mers. Et on craint donc que lorsque l'océan va commencer à grignoter en dessous des glaciers, ce phénomène va continuer et s'amplifier. Une récente étude montre justement la possible contribution des glaciers et des calottes en fonction de scénarios classiques ou alors pessimistes. Et comme on peut le voir, la majeure différence dans ces scénarios réside principalement dans l'Antarctique qui est représenté en rouge sur ces schémas. En effet, sa contribution pourrait être jusqu'à 4 à 5 fois plus importante que celle dans les scénarios classiques. On entend également souvent parler de points de non-retour, en particulier pour le Groenland. Celui-ci représente également entre 7 et 8 mètres de niveau des mers. Et à partir d'un certain niveau de réchauffement, on s'attendrait à ce qu'il fonde complètement. Cela pourrait se passer sur plusieurs centaines d'années, voire plusieurs milliers d'années. C'est pourquoi les scientifiques travaillent sans relâche pour mieux comprendre les interactions entre le réchauffement climatique et les grandes calottes. Il faut savoir que dans les années 90, on ne pensait pas que l'Antarctique allait commencer à fondre. Or, on observe déjà cela aujourd'hui. Un projet européen nommé Protect a justement pour but de repousser les limites des connaissances sur ces sujets et ainsi réduire les incertitudes que l'on a sur le niveau des mers futures. Ils ont d'ailleurs fait une petite vidéo très bien illustrée sur le sujet dont je vous conseille d'aller y jeter un œil. Nous avons donc vu les différents mécanismes qui permettent de faire varier le niveau des mers, et ce de plusieurs centaines de millions d'années avec la dérive des continents, jusqu'à ce qui se passe plus actuellement avec la fonte des glaciers et des grandes calottes, ainsi que la dilatation thermique des océans. On estime aujourd'hui que le niveau global moyen augmente d'environ 3 mm par an, et ceci va en s'accélérant avec le réchauffement climatique, et l'on peut s'attendre à une hausse entre 50 cm et 1 mètre d'ici la fin du siècle. Cependant, cette hausse ne se répartit pas pareil partout sur la planète. Il y a également de grosses incertitudes aujourd'hui sur l'Antarctique de l'Ouest, où une grosse partie du socle rocheux se trouve sous le niveau des mers et on pourrait s'attendre à des emballements. La hausse du niveau des mers actuelle a déjà des impacts sur nos côtes et risque de s'amplifier avec le temps. Plusieurs villes sont déjà en train de construire des digues ou reculer les habitations qui sont proches du niveau des mers. Sachant que quelques degrés de plus pourraient entraîner la fonte complète du Groenland
Il faut bien prendre conscience que nos faits et gestes dès aujourd'hui pourront avoir un impact sur plusieurs centaines, voire milliers d'années. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu et que vous aurez appris plein de choses. Profitez bien de la mer cet été et puis si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, vous abonner, partager, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao! Voilà, bon avec tout ça, moi je pense que je vais aller m'installer en Suède là, à côté du Celsius Stone, c'est ça là? Au moins, je serai tranquille.